Bonjour chers amis, excusez-moi, j'ai pas allumé le micro. Je recommence donc l'actualité, pardon, concernant la guerre d'Algérie. Alors nous poursuivons bien sûr la carrière de M. François Mitterrand, dirigeant de l'Hexagone, comme vous le saviez, depuis 1981 jusqu'en 1988, fin du premier septennat, reconduit de 1988 à 1995, deuxième septennat. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de liker, de mettre un pouce et aussi d'activer la clochette si vous souhaitez, si vous voulez que cette chaîne grandisse. Sinon, écoutez, ne vous abonnez pas, n'activez pas la clochette, ne partagez pas cette vidéo, ne faites rien. Voilà, restez tranquille, regardez cette vidéo, soyez un simple spectateur et non un acteur de la chaîne. Mais c'est pas méchant. Ce que je dis, c'est de l'humour un peu corrosif, mais je le dis quand même au passage. Alors bien sûr, je ne dis pas ça pour les nouveaux abonnés, enfin les nouveaux arrivants qui eux ne découvrent la chaîne. Je parle pour ceux qui depuis le début suivent ma chaîne sans pour autant s'être abonnés. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y a ceux qui s'abonnent, ceux qui se sont abonnés dès le début, mais il y a ceux qui ne s'abonnent pas, qui regardent en spectateur, étant de simples spectateurs, sans prendre de acte ni parti pour ou contre, hein, d'ailleurs, ma chaîne. Peu importe, on peut être contre, hein, ça ne me dérange pas. Mais manifestez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Après, faites ce que vous voulez. Restez un simple spectateur comme le sont, on va dire, 90% des gens de l'Hexagone. Hein. Notre pays s'enfonce parce que justement, nos dirigeants font ce qu'ils veulent, hein, puisque personne ne réagit. Hier matin, je vous expliquais qu'un de mes anciens amis, maintenant c'est plus un ami, hein, il ne le sait pas encore, mais je lui dirai quand je le rencontrerai. Les gens qui prennent position pour des fermetures sans que la population s'exprime, j'appelle ça une dictature. Voilà, c'est simple. Alors ne soyez pas, chers amis, spectateurs seulement. Bon, si, soyez spectateurs, regardez mes vidéos, je ne vous en empêche pas. Bien au contraire, je vous encourage à les regarder, en partie ou en totalité, de préférence en totalité. Mais ne restez pas simples spectateurs, voyez, les bras croisés, voilà. Bon. Pardon, chers amis, pour ce silence. Je venais de boire un petit apéritif. Je vous dirai pas de quoi. Hein. Interdit de faire la propagande, la publicité d'une marque ou d'une autre. Hein. Bon. Alors, dans la tourmente de la guerre d'Algérie, 1954-58. Alors, vous verrez qu'il y a des termes que Wikipédia se permet d'employer comme égalité des chances qui n'existaient pas dans cette période. On va dire pré-indépendance. En 1954, donc, il est nommé François Mitterrand, ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Pierre Mendès France, que voici, voilà, le porte de l'homme. Formé en juin qui met fin à la guerre d'Indochine. Ah oui, entre-temps, il y a eu la fin de la guerre d'Indochine. Je vous rappelle que la guerre d'Indochine, on en parlera peut-être un jour. Cette guerre a été poussée par la Chine pour faire partir, débouter l'armée de l'Hexagone, voilà, appuyé en cela par l'URSS. À l'époque, ils étaient amis, puisque Parti communiste plus Parti communiste égale Parti communiste. Hein. Mais peu importe, bon, l'indépendance de l'Indochine. Alors là, pour le coup, l'Hexagone, enfin l'armée de l'Hexagone a perdu la guerre. Là, pour le coup, oui, nous avions perdu la guerre. C'est très simple. On l'a perdu parce que là aussi, nos lâchetés politiques y ont contribué dans une grande majeure partie. Là aussi. Alors je ne dis pas que les armées de l'Hexagone étaient vraiment préparées face à la Chine, qui n'était pas la Chine d'aujourd'hui. Hein. C'était pas la Chine, on va dire, avec une première ou deuxième armée dans le monde, une économie forte, le yuan. Hein. Non, on n'en était pas là. Nous n'en étions pas là. C'était Mao Tse-tung qui, fraîchement dirigeant de la Chine, il me semble, non ? Et Ho Chi Minh était le représentant des Viet Minh, donc du Parti communiste vietnamien, ex-Indochine, je rappelle,
qui avait collaboré pour faire partir l'armée de l'Hexagone. Hein. Voilà, pour faire entrer notre armée chez nous. Chez nous. Bon. Alors, revenons sur l'Algérie. Il est nommé, on va passer rapidement, du 19 au 23 octobre 1954, il se rend en Algérie, donc, où il rencontre une petite hostilité de la part partisane de l'Algérie de l'Hexagone. Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Le 12 novembre, à la tribune de l'Assemblée nationale, alors que les premiers conflits de la guerre d'Algérie, les conflits, on faisait que mater, enfin pas moi, pas nous, mais nos aïeux faisaient que réprimer une répression, c'était pas une guerre. En plus, c'est tout Charles de Gaulle, je rappelle. Hein. Enfin bon, il déclare la rébellion algérienne, vous voyez, c'est une rébellion et pas une guerre, ne peut trouver qu'une forme terminale, la guerre, puis l'Algérie, c'est quoi? C'est l'Hexagone. Bon, il répète les mêmes termes que le colonel de Gaulle avait employés avant de changer d'avis. En novembre 1954, le gouvernement annonce une forte augmentation des investissements sociaux en Algérie, dans l'agriculture et l'éducation. On ne parle pas des hôpitaux, bien sûr, hein, des soins. Et entend préparer l'égalité des citoyens des chances. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est un terme inventé par Wikipédia. Ce terme a été employé pour la première fois sous le gouvernement Pierre Mauroy, donc du premier septennat de François Mitterrand, mais ça n'existait pas avant. Même si on parlait d'égalité déjà, avant même le premier septennat de François Mitterrand, mais l'égalité des chances, le terme n'existait pas. François Mitterrand assiste Pierre Mendès France dans les négociations qui aboutissent à l'autonomie de la Tunisie. Ça c'est en 1954, et du Maroc. Mais là, c'était pas des départements. La Tunisie et le Maroc, c'était des protectorats. C'était pas des départements de l'Hexagone, je le rappelle. L'Algérie était un département de l'Hexagone. Enfin bon, l'Assemblée nationale ayant été une nouvelle fois dissoute, il mène la campagne dans la Nièvre et conserve son siège. C'est vrai que François Mitterrand a été publicité dans son département et à Château-Chinon jusqu'à la fin, 1981, où il a laissé la mairie à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Alors on va avancer un petit peu. Dans un tout autre domaine, il fait adopter le statut de l'agence France Presse. François Mitterrand. C'est pas mal ça. Alors, après la démission de Guy Mollet. Voilà, Guy Mollet. François Mitterrand refuse de participer. Alors, qui était Guy Mollet? Attendez. Guy Mollet, né officiellement. Ouais, d'accord. Ils disent pas grand-chose de lui. Hein. François Mitterrand refuse de participer à un gouvernement à moins de le diriger. Il n'y parvient pas, bien que le président René Coty ait sérieusement envisagé de faire appel à lui. Le 1er juin 1958, il refuse de voter la confiance à Charles de Gaulle, expliquant ainsi son vote. Lorsque le 10 septembre 1944, le général de Gaulle, je dirais le colonel, s'est présenté devant l'Assemblée consultative provisoire, provisoire, issu des combats de l'extérieur ou de la résistance, il avait près de lui 2 compagnons qui s'appelaient l'honneur et la patrie. Ses compagnons d'aujourd'hui, qu'il n'a sans doute pas choisis, mais qui l'ont suivi jusqu'ici, se nomment le coup de force et la sédition. En droit, le général de Gaulle tiendra ce soir ses pouvoirs de la représentation nationale. En fait, il les détient déjà d'un coup de force. Et oui, Mitterrand, là, il sort une vérité qu'un certain avocat, son nom c'est Defeke, je crois, ou Feke, un ancien avocat qui disait, regardez à l'Assemblée, regardez celui pour qui vous allez donner les pleins pouvoirs. Lui, il était au-dessus de la tribune, de Gaulle en dessous, devant d'autres sièges. Passons.
En septembre 1958, il appelle à voter non au référendum sur la Constitution, qui est néanmoins adopté à une très large majorité, puis promulgué. Non, il n'a jamais été promulgué, cette Constitution. Un homme d'un gouvernement provisoire ne peut pas promulguer une loi. Je le rappelle, il ne peut pas promulguer ni signer. René Coty, qui n'était pas président Iuris Imperium, c'est-à-dire président légal, il était président de fait, donc de facto, il ne pouvait pas ni signer, mais il n'a rien signé, René Coty, en plus. Il n'a rien signé. Donc s'il n'a pas signé, il n'a pas promulgué non plus. Ça, c'est ce que l'histoire fait dire pour honorer, encenser le colonel Charles de Gaulle. Pardon pour la famille, mais c'est la pure vérité. Mes chers amis de la famille, démentez-moi si je me trompe. Dites-moi ce que votre aïeul, père, grand-père, arrière-grand-père, ce qu'il avait fait, en fait, pour cette constitution. Quel poste occupait-il? Il était président du conseil provisoire. Il n'était pas le représentant de l'État de l'Hexagone. C'était René Coty. Et René Coty n'a rien signé, ni rien promulgué. Dites-moi le contraire, apportez-moi la preuve du contraire. Pardon pour le coup de gueule, chers amis, mais c'est très important. C'est très important de remettre les points sur les i, les barres sur les t. Il faut arrêter de nous mentir, de mentir à nos jeunes générations qui apprennent que Charles de Gaulle était un grand homme. Oui, bon, ben oui, il a fait des choses bien, c'est sûr. Bon, ça, il n'a pas fait. Il n'y a pas que des choses mal qu'il a faites. Bien sûr, évidemment. Mais sur le plan de la politique, non. Non, 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 non. Non. Survie politique et première tentative d'union de la gauche 1959-1971. Bon, c'est vrai qu'il a repris le pouvoir de la CFIO, hein, je le rappelle. Bon, je vois pas trop. 59. En 1961, il rencontre en Chine le président Mao Tse-tung, dont voici le portrait. Le premier président après la révolution en Chine, mettant fin au mandarin. Voilà, ensuite, le 18 mai 1962, François Mitterrand est appelé à témoigner à décharge au procès du général Salan par Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Voilà. Alors, maître Tixier, c'était un avocat. Jean-Louis Tixier-Vignancourt, maître, donc avocat, c'était le formateur de Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'est lui dont je cherchais le nom depuis longtemps, pour savoir qui était le mentor, enfin l'un des mentors en tout cas, de Jean-Marie Le Pen, qui aujourd'hui, en 2024, agonise. Hein, il est dans un état grave de santé. Bon, parfois. On ne va pas parler de lui. Hein. Donc, maître Vignancourt, le témoignage de Mitterrand porta sur l'affaire Bazooka. Bon, l'affaire Bazooka, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il y a un attentat contre la vie du général français Raoul Salan mené à Alger le 16 janvier 1957 pendant la guerre d'Algérie. Mais encore une fois, pourquoi on parle de guerre? Il n'y a jamais eu de guerre en Algérie. Tentative d'assassinat perpétrée contre le général Salan le 16 janvier 1957 et qui avait fait un mort, le colonel Rodier. Mitterrand appuya la thèse de Salan à propos du complot gaulliste fomenté plus ou moins indirectement. C'est selon par Michel Debré. Ouais, Michel Debré, d'autres. Alors, voyez-vous, François Mitterrand, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Bon, sur sa présidence, enfin sa direction, beaucoup de dépenses, des réformes sociales calamiteuses, catastrophiques. Ça, nous sommes parfaitement d'accord. Enfin, je ne sais pas, à part si certains d'entre vous sont socialistes, pardon pour vous, chers amis socialistes, mais sachez que Mitterrand, que vous avez soutenu pour les plus anciens, aujourd'hui, il est décrié comme un... Je ne sais pas, il y a beaucoup de critiques sur lui,
alors qu'autrefois, il était soutenu par une grande majorité, en tout cas parmi le clan des socialistes. Mais on va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, on le critique, on lui crache dessus. Alors, moi, je ne vous le cache pas, François Mitterrand, pour moi, si je dois dire quelque chose sur cet homme, il a fait beaucoup de mal à l'Hexagone concernant non pas seulement les dépenses, le Louvre et tout ça, bon, d'accord, mais surtout sur le plan social. Il a fait d'énormes bêtises, enfin, bêtises, mais conscientes, il l'a fait consciemment. Il ne l'a pas fait sans savoir ce qu'il faisait, quoi. C'est à cause de lui que, ou certains diront grâce à lui, hein, pour les actuels dirigeants, que nous en sommes là, en partie. Mais c'est pas que sa faute à lui, hein, attention. Je parlais de Charles de Gaulle, Vincent Auriol, bon. Mais par contre, ce que je reconnais à François Mitterrand, à Monsieur François Mitterrand, si vous me permettez, c'est son intelligence contre le colonel Charles de Gaulle. Ça, j'approuve entièrement sa vision. Entièrement. Il avait une conscience de ce qui se tramait sur l'abandon ultérieur de l'Algérie, trahi par les paroles même du colonel Charles de Gaulle, ses promesses. Je vous ai compris, et puis vous savez le reste. Monsieur François Mitterrand a été là-dessus très sincère et honnête. Il a vraiment combattu le colonel Charles de Gaulle quand il est arrivé en 1981 au pouvoir. Il a tout démoli, ou presque, ce que le colonel Charles de Gaulle avait fait. C'est un homme envers qui il était farouchement opposé. Au début, bon, il a tâtonné, il a participé avec lui dans certaines situations, mais dans l'ensemble, il s'est très vite démarqué de Charles de Gaulle. Voilà. Et concernant l'Algérie, bon, lors du référendum de 1962 sur l'élection au suffrage universel du président de la République, donc le président c'était René Coty, semble-t-il. Hein. Ah non, Charles de Gaulle, pardon, en 1962, oui, excusez-moi, puisqu'il a été élu en 1958, en décembre, et il a été officiellement installé, président de fait, on va dire, hein. 1959, janvier 1959. Il appelle à voter non, alors que le oui l'emporte avec 62,25% des suffrages exprimés. Bon, c'est pas tout à fait exact, en fait. Si on prend les voix de l'Algérie et du continent, c'est-à-dire de la métropole de l'Hexagone, oui, le oui pour l'abandon de l'Algérie l'a emporté. Mais en Algérie, les Algérois, y compris les autochtones, c'est-à-dire les Africains, les Nord-Africains, n'étaient pas pour l'abandon de l'Algérie. Ça, on ne le rappellera pas, et Wikipédia ne le rappelle pas. Lors du référendum de 1962 sur l'élection au suffrage universel, le président appelle à voter non, alors que le oui l'emporte. Ah oui, d'accord, oui, pardon, oui, excusez-moi, j'ai mal lu. Donc il ne fallait pas que le oui l'emporte, effectivement. Non, que le non l'emporte, pardon. Il appelle à voter non. Je comprends pas là. Retrouve son député dernier. Il a porté en 1964, il devient président du Conseil général de l'ANEF. Bon, ça n'a pas une grande importance. Candidature à l'élection présidentielle de 1965. Bon, vous voyez, il passe rapidement les sondages, enfin les référendums qui ont eu lieu sur le territoire, enfin dans le département algérois. Donc il n'en parle pas. Les Algérois, notamment les autochtones, c'est-à-dire les Algérois d'origine et non les présents de l'Hexagone sur le sol algérien, donc ils ont voté majoritairement pour garder l'Algérie sous la protection et la direction de l'Hexagone. Mais ça, ils n'en parlent pas. Wikipédia. Candidature, donc je l'ai dit, de 1965. Bien que représentant une petite formation politique,
Voilà, il est candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle. Bon, il perdra l'élection comme on le voit, hein. Président de la fédération de gauche 1965 et 68. Fort de ce résultat, peu de gens pensaient initialement que De Gaulle pouvait être mis en ballottage. Il prend la tête de la fédération de la gauche démocrate et socialiste FGDS qui regroupe les petits partis de la gauche non communistes, essentiellement la SFIO. Alors, autrefois la SFIO était puissante, mais enfin bon. Le Parti radical, le CIR. Ouais, bon. Voilà, jusqu'en 1969, il disparaît lors du congrès d'Issy-les-Moulineaux. En 1969, il devient le Parti socialiste, s'associant avec l'Union des clubs, bon, etc. Bon, Mitterrand perd l'élection malgré tout contre le colonel Charles de Gaulle. Bon, contre monsieur Charles de Gaulle. Allez. Néanmoins, la coalition gouvernementale est reconduite avec une majorité réduite à un seul siège à l'Assemblée nationale. Waouh, pauvre Mitterrand. Premier secrétaire du Parti socialiste de 1971 à 1981, il gardera la tête, hein. Lors du congrès d'Épinay de 1971, la convention des institutions républicaines se fonde dans le Parti socialiste créé en 1969 en remplacement de la SFIO. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle enfin, une bonne pour les gens de gauche, hein. François Mitterrand est élu premier secrétaire du PS, donc avec l'appui de l'aile gauche du parti, le CRS. Alors, le CRS, CERES, le Centre d'études de recherche et d'éducation socialiste, bon, là, mené par Jean-Pierre Chevènement, voilà, Jean-Pierre Chevènement, et celui de deux puissantes fédérations, celle du Nord de Pierre Mauroy, dont il deviendra le Premier ministre, et des Bouches-du-Rhône de Gaston de Fer. Voilà, monsieur Gaston de Fer. Coucou, Gaston de Fer. C'est ma région là-bas, vous voyez. Bon, oui, excusez-moi, je suis du sud, peu cher, du midi, hein. Comme l'a rapporté Pierre Mauroy, pardon, décidément, excusez-moi, il faut que j'arrête de boire. Dans les mémoires, François Mitterrand n'envisageait pas initialement de devenir premier secrétaire. Cette tâche devait revenir aux dirigeants du Nord et François Mitterrand lui-même devait exercer un rôle comparable à celui de Léon Blum entre 1921 et 1938. Mais Augustin Laurent aurait réclamé que Pierre Mauroy fût son successeur à la mairie de Lille, sans exercer les responsabilités nationales. Donc Pierre Mauroy aurait dû être le secrétaire du Parti socialiste, si j'ai bien compris. Voilà. Bon. En 1972, il signe le programme commun, oui, avec Georges Marchais, de gouvernement avec le Parti communiste de Georges Marchais, dont voilà le portrait. Un homme qui a fait sourire. Alors, mon pauvre père, paix à son âme, hein, n'était pas du tout de sa lignée. Il était anti-Georges Marchais. Et pourtant, mon papa était plutôt... voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas dire le parti, mais bon, vous avez compris. Au premier tour et davantage au second. Bon, mettant fin à une supériorité qui remontait à 1946. Oui, le programme commun a tué le Parti communiste. Donc, François Mitterrand a fait mourir le Parti communiste de l'Hexagone, alors que depuis 1946, le Parti communiste de l'Hexagone était très 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 fort. Et c'est le Parti communiste qui a fait l'épuration. Et je peux vous dire deux mots rapidement, l'épuration qui ont tondu les crânes des femmes qui auraient couché, enfin bon, qui auraient eu des relations avec les Allemands, enfin bon, passons. Et puis les collaborateurs, la milice, et j'en passe. Bon, l'épuration a été une triste page de l'histoire de la libération, enfin, entre guillemets, de l'Hexagone. Mais en fait, libération, pas tant que ça, puisque c'est l'axe euro-atlantique qui occupera notre territoire au détriment des Allemands, si j'ose dire. Bon, il fallait bien nous libérer d'un ennemi, mais on en a pris un autre qui aujourd'hui encore
nous donne ses ordres. Hein. Bon, voilà. Donc, aux élections législatives de 1973, le Parti socialiste obtient presque autant de voix que le Parti communiste. Vous voyez, progressivement, le Parti socialiste va l'emporter sur les communistes. Mais aujourd'hui, en 2024, les socialistes, ils sont plus bas. Oui, ils ont plus d'hommes de la trempe de François Mitterrand ou de Pierre Mauroy, évidemment. Au premier tour de... Bon. Le 2 avril 1974, le président de la République, Georges Pompidou, meurt des suites. Bon, ça vous le saviez, hein, François Mitterrand est désigné candidat du Parti socialiste le 8 avril, mais bon, il perdra contre Valéry Giscard d'Estaing. Bon, voilà. Voilà, bon. Voilà, nous allons arrêter ici à la victoire de l'élection présidentielle, donc ce sera 1981. Chers amis, cette vidéo a été un peu longue parce qu'il y a une partie où le micro n'est pas ouvert, alors pardonnez-moi de cette petite erreur. Ça m'arrive de faire des erreurs et je n'ai pas beaucoup bu pourtant, hein. Mince alors zut. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vais vous montrer le portrait du candidat de 1981, à savoir Monsieur François Mitterrand. Ici, c'est Georges Dufoy, non. Ah, Georges Dufoy, non, pardon, c'est une femme. Georges Guigou, non. Georges Guigou, c'est plus tard. Oh, je ne sais plus son nom. Une femme de poigne, d'ailleurs. C'était une femme pour qui, moi, personnellement, j'ai eu une grande admiration. J'avais une grande admiration pour Monsieur François Mitterrand. Je ne voulais pas cacher parce que en dehors de ces erreurs qu'il a faites de 1981 à 1900. Alors, il a très vite abandonné le programme commun, déjà, pour commencer dès qu'il a été élu, dans les premiers mois ou les 2 premières années. Mais surtout, il a abandonné tout ce qu'il avait dit, toutes ses promesses, quoi. Mais en dehors de ça, je peux vous assurer que c'était un homme très instruit, un homme pour qui j'ai une grande admiration intellectuelle, parce que c'est quelqu'un qui a fait des choses, le Louvre, l'horloge de la gare de Cergy, le Saint-Christophe, je crois, pour les franciliens, corrigez-moi si je me trompe, cette grande horloge qui est directement dans la trajectoire de la pyramide du Louvre et de l'arche de la Défense. C'est lui qui avait construit aussi tous ces monuments que l'on peut critiquer quant à sa structure moderne, si vous voulez, mais c'est un message qu'il a fait passer, comme l'a fait passer autrefois Robespierre, à savoir de la religion d'origine de la Gaule. François Mitterrand était un petit peu, tout en étant catholique, hein, il avait secrètement donné un message dans ses constructions de la pyramide du Louvre, l'arche de la Défense, l'horloge de la gare de Cergy et Saint-Christophe. Mais là, je vous renvoie à Pagan TV, au Lec de Normandie, mais j'ai abandonné sa chaîne parce que, bon, il a tourné un petit peu la page sur ses premières vidéos. Bon, je trouve qu'il s'est engagé sur une autre voie qui ne me correspond pas, mais par contre, son travail sur la religion odinique, dont François Mitterrand était secrètement le porteur de messages, oui, parce que ces constructions ont été faites à partir de là, de ce qu'il pensait de l'histoire de la Gaule, de la religion primordiale. Et ça, pour ça, François Mitterrand, j'ai un très grand respect pour ça. Je lui tire un grand coup de chapeau. Merci, monsieur Mitterrand. Alors, par contre, en politique, non. J'avais soutenu l'homme parce que j'avais une intuition sur ce côté intellectuel de l'homme, tout en étant socialiste. Hein. Mais c'était un homme qui avait un petit peu les caractères du colonel Charles de Gaulle, à savoir cette sobriété dans ses gestes, sa manière de parler, son éloquence, son érudition, dont M. Charles de Gaulle avait possédé, et ça, faut lui tirer à lui aussi un coup de chapeau. Et en fait, il y a 3 hommes politiques qui ont cette verve, on va dire, intellectuelle très avancée. C'est à la fois, on va dire, le colonel Charles de Gaulle, François Mitterrand, enfin, on parle des contemporains, hein, donc Charles de Gaulle, François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen.
Voilà. C'est le lien qui les relie sur le plan intellectuel. Après le reste, bon, chacun interprétera comme il voudra, qu'il soit d'accord ou pas avec moi, il y a quand même certains liens qui se retrouvent. Chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi puisque vous recommencez la semaine, soyez heureux en famille, j'espère que vous avez passé un bon week-end, soyez heureux entre amis, soutenez-vous les uns les autres, soyez dans l'empathie, la joie, le bonheur, et puis bon courage à tous ceux qui travaillent et à tous ceux qui malheureusement n'ont pas de travail mais qui cherchent à trouver un emploi. Je vous souhaite beaucoup de courage et de chance, quoi, voilà. À bientôt, au revoir.